Il est le conseiller spécial de Marine Le Pen. Il a été le coordinateur de son projet présidentiel. Jean Messia, tout d'abord une question d'actualité brûlante avec la grogne et la contestation des surveillants de prison. La situation est extrêmement tendue depuis l'agression la semaine dernière de 3 de leurs collègues par un détenu islamiste. Alors vous critiquez souvent la politique du gouvernement, mais que diriez-vous ou que feriez-vous en particulier pour ces détenus radicalisés? Est-ce que vous auriez une proposition par exemple? Évidemment, nous considérons, et Marine Le Pen considère à juste titre, que la radicalisation, ce n'est pas un crime de droit commun. Les gens qui ont été arrêtés pour fait de terrorisme ou qui sont soupçonnés de tels faits ne sont pas des détenus de droit commun. Donc qui dit cas exorbitant du droit commun, eh bien, il faut le traiter de manière exorbitante du droit commun, y compris dans les prisons. Donc pour cela, il faut donner les moyens de fonctionnement aux prisons, notamment en termes de place, en termes de moyens pour les agents qui exercent leur métier, et également un aspect plus qualitatif d'un traitement particulier de ces détenus au sein des prisons. Mais un exemple, Jean Messia, parce que ce traitement, il a été fait, ce traitement d'exception sous le précédent quinquennat. Le gouvernement a tenté de les isoler et de les regrouper, et apparemment c'est l'effet inverse qui a été constaté. Pas du tout. Contester ce qui a été observé. Exactement. D'ailleurs, vous receviez tout à l'heure des représentants syndicaux de la profession qui ont très bien expliqué que le détenu en question, à Vendin-le-Vieil, qui a poignardé les trois surveillants, était effectivement libéré des obligations qu'on lui imposait. C'est-à-dire qu'on a voulu lui imposer un traitement particulier et pour une raison incompréhensible, le directeur de l'établissement a refusé l'application de ces mesures, ce qui lui a donné la possibilité d'agir en conséquence. Il faudrait des mesures d'exception alors sur le long terme, indéfinies ? Écoutez, il faut déjà qu'on augmente les places de prison parce que les prisons françaises aujourd'hui sont saturées. Nous avons 58 000 places de prison pour plus de 70 000 prisonniers. Donc ce n'est pas tenable. Il faut aussi donner les moyens à la pénitentiaire de fonctionner. Nous avons même proposé pour l'administration pénitentiaire de la mettre sous le contrôle, sous la juridiction du ministère de l'Intérieur et non plus du ministère de la Justice. Nous avons tout un tas de propositions qui ont été formulées. Le gouvernement a décidé, pour cette question-là et pour d'autres, d'ailleurs, parce que quand on voit le traitement des policiers, par exemple, c'est une impuissance érigée en politique. Les gardiens de prison s'inquiètent en particulier du retour en ce moment des djihadistes français de Syrie et d'Irak qui vont être incarcérés en France. Ils vont bien sûr passer par les prisons françaises. Est-ce que vous êtes pour qu'ils soient jugés sur place ou alors est-ce qu'il faut qu'ils restent là-bas? Et est-ce que vous iriez plus loin? Parce que parfois, en allant sur votre fil Twitter, Jean Messia, je vois que vous êtes très vif sur ce sujet. Est-ce qu'il faut les neutraliser sur place? Écoutez, je suis vif sur ce sujet parce qu'il y va de la sécurité nationale de la France, c'est-à-dire de la sécurité des Français. Vous rapatriez des gens qui, quand même, ont déclaré la guerre à la France, puisque, paraît-il, depuis plusieurs années, c'est les gouvernements successifs qui l'ont déclaré, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Ça veut dire que si nous rapatrions des terroristes sur notre territoire, nous rapatrions des soldats ennemis de la France qui sont prêts à frapper n'importe où, n'importe quand. Que faudrait-il faire alors? Nous avons aujourd'hui 11 000 fichiers S pour faits, en tout cas de radicalisation. C'est une pression insupportable qu'on rajoute sur les forces de l'ordre. Il faut les laisser sur place. Ils ont choisi d'aller servir un autre État, une autre idéologie. Ils se sont fait prendre. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités. D'ailleurs, je suis choqué que les médias, lorsqu'ils font des interviews à la fois de ces gens-là et de leurs familles, cherchent à nous soutirer une compassion vis-à-vis de ces personnes. Ou à les interroger pour comprendre aussi ce qui se passe. C'est un défi pour notre société. C'est le rôle peut-être aussi des médias. Mais juste, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous iriez plus loin? Est-ce que vous diriez qu'il faut les neutraliser? Par neutraliser, j'entends les éliminer. Je crois que c'est des choses qui sont effectivement faites aujourd'hui. Vous êtes favorable? Et j'y suis favorable. Pour les hommes djihadistes, les femmes, les familles? Les femmes, les familles, non, bien sûr, mais les hommes djihadistes, alors à moins que ce soit des femmes djihadistes, parce que ça existe aussi, il y a une parfaite parité. On peut faire vraiment le tri sur le terrain. Écoutez, je crois que les services de renseignement connaissent très bien qui est impliqué dans ce genre de mouvement et sont capables de faire la part des choses. Je leur fais entièrement confiance. Autre sujet, mais c'est un sujet sensible dans l'actualité, c'est un projet de loi, Jean Messia, un texte à venir qui suscite beaucoup de commentaires et de critiques. C'est le projet de loi Asile et Migration. Pour le moment, l'exécutif Emmanuel Macron tient bon. Vous le soutenez? Vous l'encouragez à tenir bon? Mais tient bon sur quoi? Vous ne trouvez pas? Il est critiqué sur différents aspects. Sur l'asile, il veut raccourcir les délais et il veut reconduire les migrants qui n'ont pas... Non mais attendez, on ne peut... Pardonnez-moi, allez-y, qui ne devraient pas rester sur le territoire. On ne peut qu'être surpris du décalage entre l'immensité du problème
et la modestie des mesures qui sont proposées. On ne règle pas l'arrivée, le flux de centaines de milliers de personnes par an en raccourcissant des délais ou en rallongeant les délais. Ça ressemble, si vous voulez, en plus c'est une politique qui est inhumaine. Donc ça veut dire qu'on laisse venir les gens en France et on va les mettre dans une nasse juridique jusqu'à qu'ils se fassent soit expulsés... Vous allez proposer une politique humaine ? La politique humaine consiste tout simplement à rétablir la frontière. Ah, donc vous pensez, Jean Messia, c'est intéressant, que des gens qui ont franchi la mer Méditerranée au péril de leur vie vont s'arrêter face à une frontière? Non, parce que la frontière, d'abord il y a la frontière française, mais il y a la frontière des États en question. Nous avons détruit des États comme la Libye. Il se trouve que depuis que la Libye a mis en place la frontière maritime, on a beaucoup moins d'arrivées. Donc il y a aussi... Nous proposons également une politique de coopération vis-à-vis des pays originaux. Non, ça peut aller très vite, vous savez. La reconstruction de l'État libyen ? Non, mais le rétablissement de la frontière libyenne, en tout cas en Méditerranée, l'écluse méditerranéenne de la Libye, elle est déjà plus ou moins en avance de phase. D'ailleurs, on a constaté une limitation très nette du nombre d'arrivées l'année dernière par rapport, en tout cas cette année, par rapport à l'année dernière. Ah, donc vous reconnaissez qu'il y a moins d'arrivées ? Il y a un peu moins d'arrivées, mais on ne peut pas ériger... Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une submersion des migrants quand vous reconnaissez en même temps qu'il y en a moins. Là, je parle que de la Libye, mais il y a par ailleurs d'autres sources, je dirais, d'arrivée de migrants. Il n'y a pas que la Libye, hélas. Donc nous, si vous voulez, la frontière, pour nous, ce n'est pas un gros mot. Tant qu'on n'a pas réglé le problème en amont, on organise nous-mêmes la gigantesque noyade de ces pauvres malheureux. Une fois qu'ils arrivent en France, on les met dans une nage juridique en réduisant les délais et en amendissant les délais pour les mettre dans une situation intenable. Et finalement, où ils finissent dans les jungles de Calais, ils finissent à la porte de la Chapelle, dans des bidonvilles. Alors, est-ce que c'est ça l'humanisme qu'on veut afficher vis-à-vis de l'État ? Vous dites justement, pauvres malheureux, parlons d'humanisme, parce que la nouvelle route des migrants pour entrer en France, ce sont les Alpes. De nombreux migrants s'y aventurent malgré les risques de chute de neige et d'hypothermie. Que pensez-vous de ces cordées solidaires qui leur viennent en aide ? Vous voyez bien que, d'abord, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas seulement la Libye, il y a également cette source-là. Écoutez, quand on est confronté à des situations individuelles, je veux dire, on n'est pas des monstres. Donc il y a un devoir d'assistance à personne en danger. Évidemment. Donc il ne faut pas criminaliser ce devoir d'assistance à personne en danger. Ça dépend, si vous voulez. Puisque quelqu'un est en danger, ça ne dépend pas. Oui, mais je veux dire, ça ne peut pas faire objet d'une politique. On ne peut pas faire une politique à partir de la compassion, si vous voulez. D'ailleurs, je m'étonne quand même que le projet de loi sur l'immigration et l'asile, le gouvernement consulte des associations qui sont toutes des associations pro-migrants. Mais où sont la majorité des Français, les associations qui sont anti-migrants, parce qu'elles existent aussi. Quand on veut faire quelque chose d'équilibré, il faut écouter le pour et le contre. Alors, si on prend pour curseur ce qu'exigent des associations comme la CIMAD, le GISTI, etc., évidemment qu'on n'en fera jamais assez. Donc, voir le problème dans son ensemble, mais je note que vous n'êtes pas pour criminaliser l'aide aux migrants, la solidarité. Individuellement, non, bien sûr. Je veux dire, on ne va pas laisser mourir les gens, mais ça aussi, c'est de la responsabilité de l'État. Mais Jean Messia, vous êtes anti-immigration, on l'a constaté depuis tout à l'heure. Quelle est votre crainte profonde? En quoi ces arrivées vous font-elles peur? En quoi quelques milliers d'arrivées de migrants en plus va troubler, changer, perturber même l'identité française? Mais attendez, Madame Mabrouk, une question. La question, elle n'est pas de quelques milliers, puisque le ministre de l'Intérieur lui-même reconnaît qu'on est dans des proportions de 180 à 190 000 arrivées, ce qui fait une ville comme Rennes. Donc il ne faut pas minimiser le problème. Nous avons un afflux régulier, et encore, ne parle-t-on là que des immigrés clandestins, parce que nous avons aussi des immigrés légaux à hauteur d'à peu près 200 000 personnes par an. Alors, si nous avons les capacités pour les accueillir, comme ça a été le cas dans certaines périodes de l'histoire de France, notamment dans les années 50, dans les années 60, où nous avions une immigration de travail, il n'y a pas de problème, nous ne sommes pas opposés par principe à l'immigration. Nous disons juste, aujourd'hui, la France n'a plus les moyens. D'ailleurs, si la France avait les moyens, pourquoi est-ce qu'on dérembourse les médicaments? Pourquoi est-ce qu'on fait la chasse aux chômeurs? Pourquoi est-ce qu'on réduit l'ensemble des dépenses publiques? Et pourquoi, dans le budget de 2018, le budget des migrants augmente? Ça interroge quand même. Vous dites afflux, vous ne dites pas, parce que sur votre fil Twitter, j'ai lu là avant vos récentes prises de position, vous ne dites pas la submersion migratoire qui laisse entendre plutôt le grand remplacement. C'est ce qu'on entend derrière ce mot-là, ce concept-là. Vous n'utilisez pas le concept de grand remplacement? Alors, grand, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, un petit peu quand même, vous connaissez l'expression. Oui, mais je veux dire, pour moi... Grand ou petit, moi, vous savez, un homme politique, il parle toujours de la réalité.
Et une journaliste pose des questions précises. Remplacement, vous employez ce mot ou pas? Oui, j'emploie ce mot. Quand vous allez par exemple dans des territoires comme en Seine-Saint-Denis ou à Vaux-en-Velin ou dans des tas de zones en France, vous voyez bien que la population qui y est, ce n'est pas la même population qui a 30 ou 40 ans. Donc c'est juste un fait, quoi. C'est juste une constatation. Alors, est-ce que c'est le cas sur l'ensemble du territoire national? Probablement pas, mais c'est précisément pas vers ça qu'il faut arriver. Vous dénoncez, Jean Messia, aussi des naturalisations massives. On va prendre un cas concret. Tiens, prenons le vôtre, par exemple, Jean Messia. Vous êtes né en Égypte, de votre vrai prénom, Hossam, je crois, Messia. Vous arrivez en France, dites-moi si c'est le cas, à l'âge de 8 ans. Vous avez été naturalisé. Vous êtes passé par là. Quand c'est pour vous ou votre famille, ça ne pose pas de problème. Pourquoi alors dénoncer d'autres naturalisations? Écoutez, si la naturalisation est le couronnement d'un parcours d'assimilation et d'intégration, il n'y a pas de problème. Moi, je veux dire, j'ai fait le choix, je suis devenu un Français de cœur, j'aime la France, mes parents m'ont enseigné la France depuis mon plus jeune âge, alors même que je n'étais pas français. Pourquoi vous reniez cela aux autres? Je ne renie pas ça aux autres, alors je constate simplement, parce que si vous voulez, on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. Or, aujourd'hui, si vous voulez... Aujourd'hui, non, je préfère assimilation. Quelle différence? L'intégration, c'est rester ce que vous êtes. L'assimilation, c'est perdre son origine, ce qui vous a fait constituer. Je vais terminer. L'intégration, c'est rester ce que vous êtes. L'assimilation, c'est devenir ce que nous sommes. Vous avez oublié, tourné la page de ce que vous étiez, pas de du votre culture, de vos racines orientales? Absolument pas. D'ailleurs, comment le pourrais-je? Mais c'est pas parce que je dis que je suis fier d'être français que ça signifie automatiquement que j'ai honte d'avoir été égyptien. Non, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis fier d'être français. Est-ce qu'il faut, Jean Messia, là je parle du Front National, est-ce qu'il faut changer de nom pour s'offrir une nouvelle virginité? Une nouvelle virginité par rapport à quoi? Au Front National, changer de nom pour tout changer? Alors oui, pour que rien ne change? Non, moi je suis favorable à un changement de nom à titre individuel, mais bon, vous savez que cette question va être tranchée par nos adhérents, mais à titre individuel, je suis favorable à un changement de nom, oui, en effet. Parce qu'on ne comprendrait pas, si vous voulez, qu'il y ait une refondation et que le nom reste le même. C'est quand même... changer le nom du FN, il y a toujours quelqu'un qui se rappelle toujours à votre souvenir, vous voyez de qui je veux parler, c'est Jean-Marie Le Pen qui va publier ses mémoires avant le congrès d'avril, il a le sens du timing. Mars. Voilà, certains font comme si ce n'était pas important, mais les mémoires de Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas un détail dans l'histoire du Front National. Ça le devient forcément. Bon, c'est vrai que ça a un intérêt historique. Est-ce que ça a un intérêt politique pour nous? Pas vraiment. Ça a juste un intérêt pour l'histoire politique de notre pays de ces 40-50 dernières années, oui. L'avenir du FN ne rime pas forcément avec Le Pen? Père, fils, nièce? Je vous pose la question, point d'interrogation. Écoutez, je crois que Marine fait partie de ces chefs qui considèrent que l'avenir de l'idée qu'elle défend ne dépend pas de sa propre personne. Et pour cela, je lui en suis très reconnaissant. Donc vous pourriez envisager en 2022 un autre candidat? Elle l'a dit elle-même, oui, parce que ce qui compte, ce n'est pas nos pauvres personnes. Ce qui compte, c'est que la France se réapproprie la France. Vous l'encouragez peut-être d'ailleurs à laisser sa place? Ah non, écoutez, ça c'est une affaire qui lui est personnelle, mais en tout cas pour l'instant, elle est la chef incontestée du parti, comme tous les sondages le montrent. On verra dans 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Est-ce que vous confirmez, Jean Messia, les conseils qui ont été donnés à Marine Le Pen lors de fameux débats d'entre-deux tours par Damien Philippot, frère de Florian Philippot, qui avait rejoint l'équipe de campagne de la candidate? Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un rôle très important de coordinateur de son projet. Alors ce Damien Philippot lui a conseillé de dégrader par tous les moyens l'image d'Emmanuel Macron, de jouer le tout pour le tout. C'est ainsi que ça s'est passé? Écoutez, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, mais c'est vrai que Marine a été conseillée sur les derniers jours. Bon, on a vu le résultat, mais vous savez, là encore, Marine Le Pen est un vrai chef. Elle ne se déleste pas de sa responsabilité sur ses conseillers. Elle a elle-même affirmé, elle a pris sa pleine responsabilité dans ce débat. Il y a des mauvais conseillers apparemment, c'est ce que vous me dites. Sans doute, mais je veux dire, elle l'assume pleinement et elle n'a jamais rejeté sur d'autres sa propre responsabilité qu'elle a reconnue devant les Français, et je crois que les Français ont apprécié. Une dernière question, Jean Messia. Dans l'actualité, on parle beaucoup de lutte contre la violence et les agressions sexuelles contre les hommes et contre les femmes et les hommes. Que pensez-vous du cas du député FN, Bruno Bilde, accusé de harcèlement sexuel par d'anciens assistants parlementaires? Il va porter plainte pour diffamation contre le journal qui a diffusé ces témoignages. Est-ce que vous étiez au courant de ces agissements?
Absolument pas. D'ailleurs, je crois que personne ne l'était véritablement. Et puis, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que la presse, en tout cas une certaine presse, se fasse le relais de ragots sans aucune preuve. On imagine, si quelqu'un avait porté de telles accusations contre un député de La République En Marche, il aurait été immédiatement cloué au pilori en disant les valeurs de la République, présenter les preuves, où est l'état de droit, nous ne sommes pas dans un système de délation. Et là, ça passe comme une lettre à la poste. Des journaux publient des racontards, publient des ragots, encore une fois, qui ne sont absolument pas appuyés sur des preuves. D'ailleurs, si c'était avéré, pourquoi l'intéressé ne porte pas plainte? Pourquoi les intéressés ne portent pas plainte? C'est quand même curieux. Alors, est-ce qu'on est rentré dans une phase de procès médiatique, de grande délation médiatique? La présomption d'innocence, ce n'est pas le dire ainsi que de le rappeler, mais il y a une véritable question. Donc, vous balayez pour l'instant d'un revers de main ces témoignages. Mais si vous voulez, il n'y a pas de présomption d'innocence dans la mesure où il n'y a pas eu plainte. Il n'y a même pas eu plainte, donc on n'est même pas dans la présomption d'innocence. C'est ça qui est incroyable. Merci Jean Messia d'avoir été notre invité politique ce soir pour les